Avec nous aujourd'hui, un dessinateur qui n'a pas son crayon ni sa plume dans sa poche. Repéré grâce à un pingouin au festival d'Angoulême il y a des années, il ne s'est jamais arrêté de dessiner depuis, pour diverses rédactions, éditions et émissions. Nous le connaissons pour 50 nuances de grec, mais aussi et surtout pour Silex and the City, qui s'allonge et s'anime encore plus aujourd'hui au festival du film d'animation d'Annecy. Bonjour Jules. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, c'est super chouette de vous avoir. C'est votre combienième passage au festival d'Annecy? Alors, en tant qu'adulte, j'y suis allé 3 fois, à chaque fois avec beaucoup de plaisir, souvent lié à Arte, parce qu'on présentait souvent en avant-première les premiers épisodes courts de la série, soit Silex and the City, soit 50 nuances de grec, qui allaient passer sur l'antenne. Donc j'ai toujours bien aimé venir. Presque à chaque fois il faisait beau, presque à chaque fois j'ai nagé dans le lac, c'était parfait. J'ai une vieille histoire avec le festival d'Annecy, parce qu'au temps jadis, c'est-à-dire des années 80, début des années 80, l'intégralité de la programmation d'Annecy passait à la télé. Il y avait notamment une nuit entière sur, je crois, ce qui s'appelait... comment ça s'appelait, FR3. FR3. Je crois que c'était ça. Et c'était les premiers magnétoscopes et on enregistrait je ne sais pas combien de cassettes. Et donc, toute l'année ensuite, je me visionnais les trucs qui étaient passés à Annecy et c'était des cassettes VHS cultes avec mes frères qui étaient la programmation d'Annecy. Génial. Parmi nos cassettes préférées. Elles ont été usées jusqu'à la corde. Je me souviens d'un truc qui s'appelait Les Boulugres, qui était une espèce de long métrage hyper bizarre, dessiné et tout, complètement transgressif. Et bref, Annecy, ça m'accompagne depuis longtemps. Et du coup, on peut dire que Annecy vous a un peu façonné, comme plein d'autres références, mais moi, je suis rentré dans le dessin autant par l'anime que par la BD. Donc c'est sûr que c'est le rythme, l'humour, et puis le fait qu'il y ait une dimension d'humour quand même très souvent présente dans l'animation, en tout cas aux origines, peut-être moins maintenant, fait que oui, ça m'a vachement correspondu. Alors, parlant d'influence, c'est beau de savoir qu'un festival peut influencer en soi des auteurs, des créateurs qui vont ensuite, à leur tour, influencer, stimuler ces mêmes festivals, une espèce de cosmos et de cercle vertueux là-dedans. Vous êtes aussi un grand habitué d'Angoulême. Alors, si on pense à ces festivals français, Angoulême, Annecy, Cannes, même combat, même ambiance, comment ça se passe? Comment vous les voyez, ces trois-là? Moi, c'est les trois festivals que j'ai fréquentés quand même, et ça dépend, c'est-à-dire si on se place du point de vue des personnes invitées, des créateurs, ou je dirais des festivaliers qui viennent comme ça pour découvrir. Je pense qu'il n'y a rien de pire que le festival de Cannes pour un festivalier, c'est vraiment le truc d'idiot avec des petits sièges pliants pour faire des photos de gens qui ne veulent pas être pris en photo, enfin, c'est absurde. Annecy, je pense que c'est à mi-chemin. Et il y a la même dimension que pour Angoulême, c'est-à-dire qu'il y a des superstars dont on ne connaît pas la tête. Donc on peut être complètement assis à la terrasse d'un café à côté de son idole sans le savoir. On connaît leur travail et c'est ça la magie du dessin, quoi. C'est une forme de représentation différée. Et ça, Angoulême et Annecy ont ça en commun et c'est ça que j'aime bien. Alors, vous avez un parcours complètement unique, en tout cas pour les profils qu'on reçoit par ici. Vous avez un côté un peu plus universitaire, enfin pas universitaire d'ailleurs, vous avez fait l'école normale supérieure, vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes expert en sinologie aussi, et je pense que j'ai encore d'autres briques de savoir qui pourraient être citées. Comment est-ce que on va dire, ce bagage nourrit aujourd'hui votre travail qui est finalement du dessin, de l'animation, de donner vie à des histoires, mais en même temps en chatouillant nos besoins de savoir et de comprendre? Je crois que le carrefour, il se situe au carrefour de 3 influences finalement. Enfin, il y a le côté humour, parce que j'ai été vraiment façonné là-dedans avec ces grands maîtres des séries patrimoniales de l'enfance, Goscinny, Gottlieb, voilà, Rézère par la suite, Sampé. Enfin, moi, c'est les gens que j'ai tenus comme idoles dans mon panthéon toujours et qui m'ont beaucoup influencé. Et c'est de la façon dont je vois le monde. Je serais incapable probablement de faire un drame, quelque chose de beaucoup plus profond et sérieux. J'en suis incapable. C'est ma limite. Donc je fais avec ce que j'ai. Donc il y a ce côté-là. Et ensuite, c'est vrai que moi, j'ai toujours été plutôt effectivement du côté intello, avec l'histoire, la philo, les choses comme ça, qui nourrissent vachement mon boulot. Mais ce plaisir de pouvoir transmettre, et avec ce côté populaire de l'humour aussi, où en fait l'humour il ne tient pas tout seul sur ses 2 pattes, il fait qu'il y a un 3e terme qui est la personne qui comprend la blague. C'est-à-dire si on fait des blagues pour soi-même, se faire rire soi-même, c'est complètement stérile. Donc il faut sans arrêt un peu se projeter dans la réception, ce qui n'est pas toujours le cas de la création. Parfois on est vraiment dans son trip intérieur et on crache ce qu'on a dans le ventre, et puis
attrape qui pourra. Là, c'est pas ça. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de... Donc c'est difficile de transmettre les choses les plus profondes possibles, les plus paradoxales, intéressantes, complexes, et en même temps de ne pas perdre complètement tout le monde en route. Et c'est ce travail-là qui est un petit peu une gymnastique que j'aime bien. Mais effectivement, toutes mes déconnades de Silex and the City, le paléolithique, 50 nuances de grec, l'Antiquité, la planète des sages, la philo, etc., tout ce que je suis en train de développer, c'est toujours vachement nourri par les sciences sociales, la littérature, la philo, et c'est parce que ça me plaît aussi. Je suis le premier à essayer de me mettre à la place du spectateur. En tout cas, nous, on aime beaucoup ce cocktail de savoir et d'humour, de finesse et en même temps de simplicité. C'est-à-dire que ça ne se prend pas non plus la tête. Et il y a une mythologie renouvelée dans une contemporanéité chatouillée. Et ça, ça plaît, je pense, aux intellectuels comme aux enfants, comme à nous tous ici à Annecy. Alors, du coup, j'ai envie de retourner le schéma. Là, vous utilisez le dessin, l'animation et l'humour pour faire passer des thématiques, des réflexions. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez utilisé le dessin quand vous étiez enseignant ? Alors, pas forcément, et j'ai été brièvement enseignant, et je me rendais compte que j'étais pas très bon, parce que une des dimensions importantes du boulot de prof, que je tiens en plus haute estime et que j'admire, pour moi c'est des genres de saints modernes, c'est de répéter. Et répéter encore, parce qu'on dit un truc à une classe, il y a des gens qui n'écoutent pas ou qui n'ont pas imprimé, donc il faut répéter. La redondance pédagogique, ça me rend des chèvres. Alors que l'avantage de la création, quand on passe sur l'écran ou dans des livres, c'est qu'on a fait les choses une bonne fois pour toutes, et puis si les gens veulent s'y reporter, ils n'ont qu'à relire le livre ou regarder de nouveau le film. Donc c'est ce côté-là, moi, qui me manquait, je dirais, cette patience particulière. Et donc, non, je n'ai pas vraiment utilisé le dessin non plus. Je faisais des croquis à main levée. Je suis historien-géographe et je travaillais sur la Chine, donc je me rappelle de faire des espèces de fresques au tableau un peu sur l'Asie du Sud-Est et les schémas de diaspora chinoise, mais c'était pas hyper heureux. Il n'y avait pas d'humour qui s'invitait par moment pour que les... Non, c'était pas le bon cadre pour déployer ça. D'accord. Alors, vous avez été dans un autre cadre qui est assez rare pour le coup, celui de la... C'est moi qui fais le lien, mais vous avez été dans un cadre qui est aussi celui de la diplomatie, puisque vous avez offert dans un voyage d'État une de vos œuvres, La planète des sages, en l'occurrence, au président chinois. Sur un festival d'Angoulême, vous avez offert un t-shirt avec un message fort au président français. Qu'est-ce que vous allez offrir à Annecy et à qui ? Alors, je crois que la frontière suisse est pas loin, donc ça serait intéressant de rencontrer un certain nombre d'évadés fiscaux qui se baladent d'un côté à l'autre de la frontière, et ça serait rigolo de mettre ça en scène. À vrai dire, ce côté diplomatique, il est un peu fortuit et en même temps pas complètement, parce que c'est vrai que mon parcours ensuite d'études, etc., c'est un peu le même creuset où finalement les énarques, les gens qui ont fait Sciences Po, etc., qui sont un peu aux manettes de la vie diplomatique aujourd'hui, sont passés aussi. Donc j'ai une familiarité et je décode à peu près la façon dont se passent les choses. Et puis c'est vrai que j'aime bien, et pour avoir été journaliste aussi, avoir pas mal voyagé et avoir ce goût-là, je trouve ça assez excitant et rigolo de mettre son petit doigt ou le pied dans la porte, je dirais, dans des trucs qui sont un peu bien huilés et de faire un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que pour l'animation, c'est flagrant, pour la bande dessinée aussi. Il y a une espèce de rayonnement français, d'excellence française, la Startup Nation macronienne dirait de French Touch, mais même sans aller jusque-là, de quelque chose qui est un peu une singularité, le monde franco-belge évidemment, en BD au départ, qui fait que ça permet de porter des messages au-delà. Et puis c'est vrai que même les héros patrimoniaux, moi je fais Lucky Luke maintenant depuis 12-15 ans à peu près, j'ai repris le flambeau de Goscinny au scénario, ou un Astérix, ou des choses comme ça, c'est des choses connues dans le monde entier. Vladimir Poutine adore Astérix, par exemple. Et en fait, ce levier-là, il est très riche. Ça permet d'accéder aux gens les plus puissants, dans les domaines les plus variés, avec une espèce d'innocuité de façade qui est le dessin, l'humour, etc. Et tout d'un coup, une fois qu'on est là, par contre, on peut vachement avancer. Et c'était pareil avec des gens dans plein d'autres pays, vous avez cité tout ça, mais le maire d'Istanbul, le maire de New York, Hillary Clinton, machin, il y en a, des gens auxquels on a accès avec juste les vannes et les bandes dessinées. Et après, à partir de ce moment-là, on peut avancer d'autres pions. Et c'est quand même plutôt fin. Et alors Poutine, il est fan d'Astérix, mais Zelensky, il est fan de quel Zelensky, c'est tous les humoristes qui sont fans de Zelensky. C'est-à-dire que quand même, la jurisprudence Zelensky, c'est un énorme espoir. C'est-à-dire qu'on se dit que finalement, quand on fait des blagues, on peut devenir chef d'État, on peut devenir
héros. Moi, avant que Zelensky soit élu président, je regardais Serviteur du peuple, sa série qui était quand même super cocasse et quasiment prophétique sur ce qui allait advenir. Ça raconte son histoire, hein. Il n'y a pas la guerre qui éclate, mais tous les autres enjeux sont là. Donc voilà, moi je suis Zelensky, on verra. J'aimerais beaucoup l'inviter à faire une voix dans un de mes dessins animés, comme je l'ai fait avec pas mal de chefs d'État. Hein. Ouais. Alors, on va revenir justement sur Silex and the City. Je sens que cette interview pourrait durer 6 heures, donc on va essayer d'être concis. Focus. Vous avez vécu un showcase où vous expliquez, vous discutez un peu du projet sur le festival d'animation là, à Annecy. Quel genre d'étape est-ce que c'est dans le développement d'un projet comme ça qui est déjà complexe, puisqu'il s'agit de, vous le dites vous-même, une révolution, de passer du format court et multiple à une œuvre, un long métrage? Voilà, parce que Silex and the City, il y a eu 180 épisodes de 3 minutes déjà faits. Donc on peut binge-watcher Silex and the City toute une nuit. Il y a 11 heures ou 12 heures d'anime déjà qui existent, donc c'est un univers cohérent. Donc c'est une facilité, d'une certaine façon, pour développer une histoire longue. Et en même temps, c'est pas le même genre de narration. Il faut qu'il y ait d'autres enjeux, qu'on respire un peu. Dans le format court, c'est un gag toutes les 4 secondes. Mais si on maintenait ce rythme-là pendant 1h30, en fait, les gens, au bout de 20 minutes, ils décrochent, ils s'endorment ou ils partent, hein, parce que c'est trop intense, on ne peut pas se concentrer là-dessus. Donc il faut se poser différemment, avoir un peu... Alors, autour de moi, on m'a dit, mets de la psychologie, il faut qu'on ait de l'émotion. Alors que moi, j'aime bien les côtés slapstick. Je ne suis pas sûr que dans Y a-t-il un pilote dans l'avion ou les Monty Python, il y ait de l'émotion et des enjeux, des arches narratives où tout d'un coup, le mec A, B, et puis le père et la fille se retrouvent. Enfin, mais quand même, je l'ai fait un peu, parce que j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Donc c'est un mi-chemin entre ces deux trucs. Et c'est vrai que l'anime long, et aussi la dimension économique, fait qu'il faut que ce soit très compatible avec l'international, alors que Silex and the City, c'était très franco-français dans les vannes qu'il y avait. Et donc là, finalement, le passage au long, c'est aussi un enjeu de rendre le truc plus universel. Et donc, je vais pas faire des blagues sur Mélenchon ou Gabriel Attal, parce que tout le monde s'en fout, mais ça sera plus sur Brad Pitt et Greta Thunberg, qui sont des personnages, ou le Dalai Lama, que tout le monde connaît, et qui sont quand même marrants. Et de la même manière, le titre, on va dire, de l'œuvre s'appuie déjà sur une œuvre qui est, on va dire, internationale et connue. Voilà, le jeu de mots, c'est très français. Alors, Silex and the City, moi, c'est un peu ma marque de fabrique. Je détourne toujours des trucs de grande culture populaire pour en faire une blague. À part que, enfin, c'est un peu à double tranchant. C'est une bonne expression pour parler d'un silex. Mais il se trouve que les Américains... Enfin, en anglais, on dit... Ça existe, le mot silex, mais c'est ultra technique. Personne ne le connaît dans la rue. Ouais. Les gens disent Flint, les Flintstones, c'est-à-dire les pierres à feu, la fameuse série préhistorique qui était un peu mon ancêtre. On dit Flint. Donc, le jeu de mots marche pas trop. Il faut l'expliquer à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Alors justement, on parle vous évoquez la famille Pierre à Feu de Flintstones, qui est en effet un peu l'ancêtre de Silex and the City. On aurait pu. Ouais, bah c'est plus jeunesse, c'est moins incisif. Moi, je suis à mi-chemin entre Simpsons, South Park d'un côté, et puis Flintstones pour l'univers graphique, quoi. Ouais, pour le mélange d'anachronisme, exactement, historico. Alors dans Silex and the City, c'est une source de rigolade et d'inspiration sans fin pour d'autres créations animées. Je pense que vous allez être on va dire le générateur de milliers de trajectoires animées, créatives, rédactrices, narratrices. Vous avez cité plusieurs de vos influences, notamment Goscinny. Qu'est-ce que ça fait de prendre la suite de son influence? En l'occurrence pour Lucky Luke en BD, mais comment est-ce qu'on rêve gamin de cet auteur et puis finalement on se retrouve à le remplacer un jour? Indirectement, il y a plein de gens qui ont été influencés par lui et qui, dans leur propre création, sont déjà des petits-enfants, des petits-neveux de Goscinny, très naturellement. Alors ensuite, de rentrer vraiment dans un schéma qu'il a créé avec, en l'occurrence, moi, Lucky Luke. J'ai aussi fait une fois un Is No Good. C'est chouette parce que c'est comme quand on nous donne les clés d'une espèce de voiture extraordinaire qui marche parfaitement au chrome rutilant. Et donc, il faut faire attention. Hein, on ne peut pas se garer, on ne peut pas faire des créneaux n'importe comment. Mais quand même, il y a un plaisir de la perfection du dispositif pour moi, c'est plus du plaisir que de la pression, quoi, finalement. Ok. Le casting de voix de Silex and the City est le plus dingue de tous les castings d'animation française mondiaux, quoi.
Il y a 30 stars quoi, qui, sur le générique, voire 40, dans leur domaine. Ça, c'est génial. Et c'est un peu comme l'Arche de Noé, c'est-à-dire d'avoir toutes les sortes d'animaux. On commence des amibes et des bactéries en passant par les humains et tous les mammifères et reptiles existants. Et effectivement, depuis François Hollande et Julie Gaillet qui jouent des organismes monocellulaires, en passant par des influenceurs du web, des gens qui font du stand-up, et puis des acteurs de la comédie française, du grand théâtre, et puis des gens de la comédie populaire, des stars de la télé, des journalistes, des choses comme ça. Et ce mélange-là, finalement, de gens qui se rencontreraient jamais dans la vraie vie, et puis sans doute pas dans un casting un peu en live, là, ça permet de faire une espèce de salade composée trop bizarre. Et c'est un peu la marque de fabrique de ce qu'on fait depuis quand même maintenant pas mal d'années. Ça nous donne envie de vous voir réaliser un film qui serait justement ce qui s'est passé dans l'Arche de Noé, qui était une drôle de colloque quand même. Ça devait être assez spécial. C'est une super idée, je l'avais jamais eue. C'est une super idée. On l'écrit ensemble. Moi, je voulais faire un truc, le Jardin d'Éden à un moment, faire un truc qui se passe, au temps d'Adam et Ève, avec tous les animaux. Mais c'est pas mal l'Arche de Noé. Et ça pourrait être les deux. La barge de Noé, comment vous allez appeler ça du coup? Le déluge de l'Arche de Noé, ouais. Bon, en marge de Noé. En marge de Noé. Alors, on me fait signe que notre invité d'après est déjà là. Time is flying. C'est terrible. Ouais. Du coup, vous allez être obligé de revenir en fait l'année prochaine pour qu'on puisse continuer cet entretien. Très bien. Le Silex and the City sera terminé. Le film, on le finit à la fin de l'année. Donc, qui sait? Peut-être qu'on pourra le voir. On espère bien vous revoir. Et puis du coup, on sera en pitch pour notre projet sur l'Arche de Noé par Jules. Mais trop. Ok? Merci. Ça, c'est Annecy, ça. Merci Jules, et à très bientôt.